Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrien Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'Algérienne Lalia Elal Ducos. Bonjour Lalia. Bonjour Jocelyne. Nous nous connaissons depuis assez longtemps maintenant, Lalia, pour avoir milité ensemble pour l'égalité entre les femmes et les hommes, quelle que soit la terre qui les a vus naître. Alors, dès maintenant, je vais vous proposer de vous présenter et de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, tout simplement. Comme vous le dites, effectivement, je suis une militante associative algéro-française. Je le précise parce que je milite effectivement des deux rives de la Méditerranée. Mes activités concernent la défense des droits humains en général et des droits des femmes en particulier. J'ai commencé par mon engagement. Mon engagement militant a commencé au lendemain de l'indépendance. D'abord au Parti communiste algérien, puis à l'Union nationale des femmes algériennes. Donc, on a vraiment, à ce moment-là, participé surtout à la reconstruction du pays. C'était très important. L'Algérie était exsangue au lendemain de l'indépendance et il fallait participer aussi bien à l'alphabétisation qu'au reboisement du pays, qu'à la vaccination. Donc, c'est toute cette période intense que j'ai vécue. Et je peux dire que c'est vraiment cet engagement qui a contribué à me reconstituer à ma vie militante. Voilà. Je voudrais quand même dire que pendant ce temps-là, il y avait une effervescence énorme. Il y avait plusieurs organisations nationales. Il y avait l'Union des femmes algériennes, dont je faisais partie. Il y avait l'Union nationale des étudiants algériens. Il y avait l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Et il y avait aussi les anciennes moudjahidettes. Alors, les anciennes moudjahidettes, ce sont les combattantes de l'indépendance, celles des villes, et celle aussi des maquis, c'est-à-dire des montagnes. Et de rencontrer justement ces femmes extraordinaires, dignes, pleines d'humilité, parce que blessées dans leur chair, dans leur corps, elles n'exposaient jamais leur état. Elles étaient là encore pour continuer le combat pour une égalité. Ah oui. Une égalité qu'elles espéraient déjà. C'est justement lors de ces rencontres et de ces débats que l'on a commencé à parler de la place de la femme dans la nouvelle société algérienne. C'est de réputation illustre que les Algériennes ont été vraiment des combattantes extraordinaires et ont été de toutes les luttes. Et puis, on a un peu, comme ça arrive malheureusement souvent, on a un peu l'impression qu'une fois la guerre ou le conflit terminé, et à la reconstruction, on demande aux femmes de rentrer chez elles, et puis les hommes reprennent le dessus. On a un peu cette image. Est-ce que c'est vrai? C'est partiellement vrai. Certaines, évidemment, sont retournées à leur travail, certaines ont repris des études, comme Sahara Bitat, qui a été aussi par la suite au Parlement algérien.
D'autres ont continué à militer avec nous, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie des femmes invisibilisées. Ce sont les femmes rurales. Et les femmes rurales, on n'en parle pas assez. Et c'est pourtant elles qui assuraient toute la logistique, justement, dans les montagnes pour les combattants algériens. Au lendemain de la guerre et de l'indépendance, vous étiez déjà sur le terrain à essayer d'apporter votre propre contribution à la reconstruction. Oui. Pour faire une comparaison, effectivement, l'Algérie était très jeune, avec une population très jeune, elle est toujours d'ailleurs, pleine d'espoir, très politisée, très active, qui avait des rêves. Quelle est la situation aujourd'hui en Algérie ? Écoutez, je reviens de l'Algérie. Je suis contente parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de réaliser. Quand on voit le nombre d'étudiantes, de filles, quelle que soit leur tenue d'ailleurs, qui accèdent aux études supérieures. Quand vous dites quelle que soit leur tenue, qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilées, pas voilées, voilà, c'est... Je tiens à le préciser, c'est ainsi qu'on les voit aussi, qu'on les rencontre dans les rues d'Alger sans aucun problème. Oui, vous me disiez tout à l'heure, en amont de cet entretien, que vous avez vu moins de jeunes femmes voilées à Alger que dans certaines de nos banlieues parisiennes. Absolument. Il faut dire que j'étais dans des grandes villes, dans les capitales. Maintenant, et je pense même que vraiment dans le milieu rural, elles sont moins voilées. Parce qu'elles travaillent dans les champs. Et je pense qu'elles sont comme nos grands-mères, avec un petit foulard, une robe longue. Ça, je pense que c'est leur tenue. Je n'ai pas été, malheureusement, dans un milieu rural, mais je pense que c'est leur tenue. Néanmoins, dans Alger, se côtoient les filles voilées, pas voilées, en jean, en jupe. Et surtout, elles occupent l'espace public. Et ça, c'est très important. Et ça, je suis très, très contente de voir ça. Donc, Lalia, vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'Algérie aujourd'hui ? Je pense que l'émancipation de la femme ne se fera que par l'éducation, que par l'enseignement. Ça, c'est très important. Il faut dire qu'il y a quand même une grande régression dans les mentalités. Nous avons vécu la décennie noire. Vous pouvez en dire 2 mots quand même pour nos auditeurs et nos auditrices ? Je dirais simplement que, d'abord, les forces rétrogrades ont toujours existé. En 1964 déjà, il y a eu une conférence dans un grand bâtiment qu'on appelle la Maison du Peuple. C'était une conférence de frères musulmans. À l'époque, on ne les appelait pas frères musulmans. C'était une association qui s'appelait le Qiyam, veut dire les valeurs. Il y avait 3000 hommes dans la salle. Et ça, c'est en 1964. Et je pense que la montée, justement, de l'islamisme est concomitante de la lutte des femmes. Et je peux vous dire, parce que je l'ai vécu, l'année 1965, le 8 mars, donc pour la Journée internationale des droits des femmes, le président Ben Bella a décrété Journée nationale de la femme. Ce 8 mars, l'Union des femmes algériennes a organisé un meeting. C'était quelque chose de fantastique, c'était grandiose. Les femmes ont traversé Alger de bout en bout. Le meeting se tenait dans une salle de cinéma. Et quand celles qui étaient arrivées au cinéma, il y en avait d'autres qui n'avaient pas démarré la marche. Il y avait quelquefois des sifflets, bien sûr des réflexions, les femmes à la cuisine, les femmes à la maison, mais on avait aussi des hommes qui applaudissaient et qui nous jetaient des pétales de rose. Donc ça, c'était un événement absolument extraordinaire. Le 8 mars 65 est une date historique. Et ça, je crois que ça a fait peur aux hommes. Et tous les 8 mars, les femmes étaient ou dans la rue ou dans les salles pour fêter la journée de lutte des femmes. Et aujourd'hui alors, est-ce que c'est toujours aussi festif, important ? Disons que ça a été dévoyé un peu. Maintenant, c'est la journée de la rose. Et comme on dévalise vraiment les marchands de fleurs, on offre même des roses en plastique, vous voyez. Néanmoins, les luttes ont continué. Je voudrais quand même citer
deux grandes luttes des femmes avant justement l'élaboration, malheureusement, du Code de la famille en 1984. Le code, c'est le code de statut personnel qui a institutionnalisé l'infériorité des femmes, contre lequel on lutte toujours. Avant cela, en 1970, les femmes qui travaillaient dans une usine ont été lapidées et empêchées de travailler pendant 3 semaines. Il a fallu un cordon de police pour qu'elles puissent retravailler. En 1980, c'est vous dire que les luttes n'ont jamais cessé et la mobilisation n'a jamais cessé. Elle est moindre maintenant, mais les premières années ont été vraiment très importantes pour comprendre les luttes d'aujourd'hui. En 1980, c'est une directive ministérielle qui empêchait les femmes de quitter le territoire national sans l'autorisation d'un tuteur mâle. Et c'est la mobilisation, justement, des étudiantes à 8 mars qui a permis l'annulation de ce décret ministériel. Voilà. Les femmes sont toujours restées vigilantes? Toujours vigilantes et toujours mobilisées. Malheureusement, bien qu'on ait été mobilisés contre des projets, parce qu'il y a eu en 1967, si je ne me trompe pas, un premier projet de code de la famille et le pouvoir a démenti son existence. C'est une journaliste, Fadela Mraabet, qui a annoncé la sortie de ce code. Et on a démenti son existence. Malgré cela, 3 projets ont été justement rejetés grâce à la mobilisation des femmes. 3 projets. Et c'est en 84, malheureusement, en catimini, que ce code est sorti de l'Assemblée nationale populaire. Comme je disais, l'islamisme n'est pas venu comme ça. Pour être brève, il y a eu des élections municipales. Les élections municipales, le FIS, le Front islamique du salut, a été élu dans certaines villes, municipalités. Et là, on a vu justement son projet politique. La non-mixité, l'imposition d'un voile, d'un vêtement soi-disant islamique, ne pas chanter, ne pas sortir. Ça nous rappelle des choses, ça. Voilà. Et donc, cette décennie noire, c'était dans les années 90. 90, à peu près, parce que nous ne voulions pas, justement, aller aux législatives. Les élections ont été interrompues. Malheureusement, on n'a pas été comprises. En Occident, nous n'avons pas été soutenus. Au nom de la démocratie, on voulait nous imposer, entre guillemets, nous imposer un gouvernement théocratique. Et donc, à la suite de cela, on a commencé à je suis très émue, la terreur, c'est-à-dire à tuer, carrément à tuer des civils, bien sûr, à tuer d'abord des civils, les femmes, des intellectuels. Tout ce qui pouvait représenter un élément de progrès, un danger de pensée, en fait. Tout à fait. C'est ça, c'est un délit de pensée. Tout à fait. L'élite algérienne a été décimée. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y avait un terreau. Il y avait quand même une protestation populaire. Et cette protestation a été prise en main par les islamistes. Et les islamistes avaient des moyens de propagande. C'était les mosquées. Des mosquées. Et dans les mosquées était affiché bien souvent le nom des personnes qu'on devait éliminer, tuer.
Donc, c'était vraiment des centres militaires, quoi. Enfin, vous savez, militaires. Alors quand certains nous disent oui, il y a quand même des révisionnistes, des gens qui disent mais les militaires aussi ont tué. Nous avions contre nous même certaines organisations des droits humains qui mettaient dos à dos et les islamistes et les militaires. Or, on peut dire que grâce à l'armée nationale populaire, nous avons éliminé justement cette race de tueurs. Je comprends tout à fait que non seulement vous êtes ému, mais que vous ayez effectivement cette expression parce que c'est ce qui s'est passé. À l'époque, quand on était en Algérie, je parle des Algériennes et des Algériens, on avait peur dès qu'on voyait un barrage sur la route. Parce qu'on savait pas Bien si sûr. on n'allait pas y passer. Oui, moi, on sortait, on ne savait pas si on rentrait chez soi. Il y a eu certainement des exactions par l'armée, mais ça n'avait aucune commune mesure avec ce qu'ont fait les islamistes. Et ça, c'est très, très important à dire. Oui, merci justement, chère Lalia, d'en avoir parlé parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas toujours si bien connu. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Ça a des répercussions en France. Il faut savoir que justement certains dirigeants, ceux qui se disaient dirigeants du groupe islamiste, du GIA, avaient leur base en Occident. Il faut savoir que Anwar Haddam, qui se disait ministre des Affaires étrangères, rentrait justement, on parle des États-Unis actuellement, des élections, eh bien, il rentrait facilement à la Maison-Blanche et il n'avait pas de visa à l'époque. Et il a justement revendiqué un grand attentat, justement, de ceux qui connaissent Alger, c'est le boulevard à Mirouche, contre le commissariat central qui a fait des centaines de morts. Et aussi, il a revendiqué l'attentat du professeur psychiatre Boussepsi, en disant que c'était une sentence de Dieu. Donc, tous ces chefs islamistes rentraient facilement, parce qu'ils étaient contre le gouvernement algérien, évidemment, ils rentraient avec l'asile politique. Alors que ceux qui étaient vraiment menacés ne pouvaient pas venir en France. C'est bien la preuve que les pays ne vivent pas seuls, mais dans un contexte géopolitique qu'on oublie trop souvent. Merci, Lalia. J'allais vous demander si vous vous définissez comme une féministe, mais j'ai la réponse, je crois. Je ne savais pas féministe, mais en fait, j'ai bousculé pas mal de tabous dans ma vie. Et c'est ça le féminisme, c'est bouleverser l'ordre établi. Et surtout, vouloir juste l'égalité. Absolument. Alors, passons à votre vie plus personnelle. Pouvez-vous donc nous parler de votre enfance, de votre adolescence, votre jeunesse ? D'accord. Je n'ai pas grand souvenir de mon enfance. Je suis née à Cherchell. C'est une ville portuaire à une centaine de kilomètres d'Alger. Mes parents étaient d'origine très modeste, pauvres. On habitait dans 2 petites pièces. Je me souviens de mon école, mais je ne me souviens rien d'autre. Mon père était, comme on dit, autodidacte. Il a appris au fur et à mesure à lire, à écrire. Ma mère, elle... parlait français et écrivait le français parce que le grand-père était auxiliaire de justice et il tenait à ce que toutes les femmes aient un minimum d'instruction. C'était révolutionnaire et c'était vraiment très, très minime comme pratique. C'est vraiment particulier. Après, on a déménagé sur Blida et là, à Blida, on a vécu dans un quartier arabe. Je ne voyais pas d'autres choses que d'Européens, pas d'autres repères. On était dans une maison commune. Et là aussi, on était privilégiés, on avait 2 chambres. Et j'étais privilégiée parce que j'allais à l'école. Vous aviez des frères et sœurs ? Un frère. Une petite famille. C'est rare. Vous avez cumulé des singularités quelque part. Oui, et surtout, mon père me considérait vraiment pas comme une fille à la maison. Il parlait avec moi, il discutait des journaux qu'il lisait. On discutait de la vie, vraiment. Mon père était un homme formidable. Il faut savoir qu'on voulait, quand j'allais à l'école, on voulait que je mette le voile, évidemment. À l'époque, les filles étaient destinées à être mariées jeunes et rester à la maison. Mais mes parents se sont toujours opposés à ça. Et j'ai continué donc mes études grâce à mes parents. Cette partie de ma vie dans ce ghetto, parce qu'il y avait le quartier arabe et le marché musulman, et voilà. Il n'y avait même pas de cohabitation là, en l'occurrence. Non. J'ai découvert, l'européen
quand je suis allée au lycée, pour aller au lycée, il me fallait traverser pratiquement Blida. Il y a un grand boulevard. Et là, je voyais des petites filles aux pieds nus, en haillons, qui tenaient les couffins des dames françaises. Je voyais les garçons qui étaient des petits cireurs, qui couraient derrière les hommes pour leur cirer les chaussures. Et là, je me dis, mais dans quel monde je suis ? J'étais assez interloquée. Je commençais à me poser je posais des questions, tout simplement. Ça a été ma première découverte, vraiment des deux mondes. D'accord. Et ça, c'était pour moi très dur. Je me disais, mais en fait, aussi, j'avais peut-être un complexe de colonisé. Je me dis, mais bon Dieu, je suis bien privilégiée. C'est vrai que j'étais parmi les privilégiés, parce que j'allais à l'école. Par rapport aux autres. À la masse. C'est ça, le colonialisme, en fait. Je commençais à découvrir le colonialisme. Je ne savais pas ce que c'était le colonialisme. Ce n'est qu'après la déclaration en 1954 de la guerre qu'on a commencé à réaliser qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Je me souviens qu'une fois, mon père m'a emmené avec lui, il était représentant de commerce et il m'a emmené avec lui. C'était pour moi une sortie. On a été voir le littoral, il voyait ses clients. Moi, je restais dans sa camionnette. Et puis, à un certain endroit, c'était au bord de l'eau, c'était l'ex-Castiglione, on voyait une plaque interdite aux chiens et aux Arabes. Je l'ai vue de mes yeux. Et je regrette que cette plaque ait été arrachée. Elle aurait servi de mémoire dans un musée. Oui, absolument. On est venu en France en 85 parce que on voyait la montée justement de l'islamisme. À l'époque, on les appelait les frérots. Déjà, ils commençaient à lacérer les jambes des filles qui portaient des jupes. J'ai peur des dates. En 70, on tuait un étudiant à la cité universitaire. Donc, il y avait déjà une ambiance très lourde. Et bon, mon fils venait d'avoir son bac avec mention. Ma fille passait en seconde. On s'est dit, c'est l'occasion de changer un peu d'air, effectivement. C'est lors des débats, des rencontres avec les étudiants que j'ai fait la connaissance de mon mari, qui est un militant d'origine européenne, donc un militant de la guerre d'Algérie. Il était à contre-courant de tout ce qui se faisait chez les pieds noirs. C'est-à-dire que c'est un pur pied noir, c'est ça ? Oui, parce que le mot pied noir est venu bien plus tard. Oui. Hein. Voilà, c'est un Européen avec d'autres étudiants, d'autres personnes. Hein. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là, donc qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie. Avant de le connaître, hein, il était dans un village près de Tlemcen où il vivait très bien. Il se voyait, comme il le dit, bien professeur de mathématiques. Et c'est quand il a été à Alger pour les études supérieures qu'il a vu justement cette différence de classe. Et il ne comprenait plus rien, lui qui parlait l'arabe, qui était en contact constant avec des Arabes, dont le père était un républicain quand même, parce que son père est français de l'Oise, il a été faire son service militaire en Algérie. C'est ainsi qu'il a connu ma belle-mère d'origine espagnole. Donc, et chez eux, il recevait les camarades de mon mari. Donc, c'était vraiment des gens très ouverts, comme la plupart des Européens. Parce qu'il faut dire qu'il y avait une poignée de colons. La majorité des Européens qui habitaient l'Algérie étaient des gens modestes, travailleurs. Qui aimaient leur terre d'Algérie. Exactement. Et l'Algérie, c'était justement une colonisation de peuplement. Ils sont venus de partout pour trouver du travail, pour une vie meilleure. Donc, vous venez en France avec votre mari et vos enfants. D'abord, il y a eu une petite pause militante, tout en étant branché, si vous voulez, hein, avec mes camarades. Mais il fallait vivre, donc j'ai ouvert un institut de beauté. J'étais esthéticienne dans le 5e. J'ai vécu des moments merveilleux avec mes clientes qui ont aussi contribué aussi à mon évolution, à mon éducation. J'avais des clients de partout et c'était formidable. Voilà. Et ensuite, je continuais à rester en contact avec ma famille algérienne, mes amis.
Et j'étais surtout en contact avec les familles des victimes du terrorisme. J'ai une amie qui a perdu son frère et sa sœur, qui ont été d'ailleurs devant elle égorgés. Donc, je suis restée en contact avec cette association qui s'appelle Jazairuna et qui est encore très active actuellement pour la mémoire, pour la reconnaissance, justement, de ces crimes. Mon institut était, disons, atypique. D'accord. Parce que, justement, on ne parlait pas que de beauté, on parlait aussi de la vie, de la politique, de tout ce qui se passait un peu dans le monde. Aujourd'hui, donc, vous continuez à voyager entre l'Algérie et la France, notamment. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres activités, des distractions, des hobbies ? Là, écoutez, la musique, quand même, le cinéma, les amis, les rencontres avec des amis, c'est très important. Les fêtes, c'est important. Absolument. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et ces moments très émouvants. Pour compléter votre portrait, Lalia, je vous propose de répondre au célèbre questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Alors, quel est le principal trait de votre caractère ? La persévérance. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme ? La sincérité. Chez les deux ? Oui. Quel est votre principal défaut ? C'est d'être vive, impulsive. Quelle est votre principale qualité ? L'empathie, je crois. Voilà, la sincérité, l'empathie, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur, c'est d'être aimé, d'aimer, d'être aimé, d'être entouré. Pour moi, c'est le bonheur. Quel serait votre plus grand malheur ? Revivre la guerre. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si vous aviez une baguette magique ? Faiseuse de paix. Quel est le pays où vous désireriez vivre ? C'est un piège, là. Écoutez, je suis bien là où je suis, mais j'aimerais bien vivre dans une Algérie, disons, démocratique et sociale. D'accord, vous vivez sur les deux rives, mais... Je pense que ma dernière demeure sera l'Algérie. D'accord. Quelle est la couleur que vous préférez ? Le rouge. Quel est votre animal totem ? Le chat, j'aime les câlins. Quels sont vos auteurs et autrices, vos artistes préférés ? J'aime beaucoup Agnès Varda. J'aime beaucoup le cinéma Nanni Moretti. J'aime les vieux films italiens. J'aime beaucoup encore. Donc c'est le cinéma surtout. Le cinéma, j'aime la musique. Tout le cinéma italien social des années Absolument. 70, c'est ça. J'aime la musique afro-cubaine. Oui. J'aime Souad Massi, la musique. Oui, je suis assez éclectique. Hein. D'accord. Quels sont vos héros ou héroïnes dans la vie réelle ? Oui, écoutez, Jean Jaurès, c'est quand même un personnage très important. Jean Jaurès, les héros, moi j'ai des héroïnes aussi de mon pays, hein, les Jamila Amran, Jamila Boupacha, et ce sont des exemples d'engagement. Quelle est votre cuisine et votre plat favori ? La cuisine méditerranéenne en général. Oui. Mon plat favori, je cacherai rien en disant le couscous, mais sans merguez. Quel est votre mot favori ? J'en vois pas, parce que ce sont des gros mots. Je ne dirai pas. Bon. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? La prétention, la malhonnêteté peut-être, oui. Quelle est la personnalité politique qui vous inspire, si vous en avez une, dans le présent ou dans le passé ? Quand on pense à la citoyenneté, aux droits des femmes, on pense au lemme de gauche déjà. Évidemment. Hein, ça, c'est une chose. Maintenant, tellement de personnalités. Il y a quand même Rosa Parks. Il y a aussi Angela Davis. Je pense que... Ce sont des modèles. Des modèles, oui. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société ? Toutes les réformes concernant les violences faites aux femmes. Je crois que la dernière en date, c'est de 2016. L'éloignement, la protection des femmes. Comment aimeriez-vous mourir ? Sans souffrir. Est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Résister et agir. Et enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? Que faites-vous en ce moment ? Que faites-vous en ce moment ? Je suis pour la transmission de la mémoire. Oui. Et ce que je fais actuellement avec la 4ACG et l'ONAC-GV,
Eh bien, des associations institutionnelles ou non institutionnelles. Eh bien, c'est-à-dire aller à la rencontre des classes et parler de la guerre d'Algérie. Ça me convient tout à fait actuellement. Oui. Vous m'avez raconté un petit peu, vous êtes à plusieurs à faire des Oui. Nous intervenons à 4. Oui. Donc moi, quand j'y vais, c'est en tant qu'ancienne colonisée. Oui. Je parle de mon enfance plus largement et de la colonisation et de l'indépendance. Et il y a en général un ancien appelé et un harki ou un fils de harki et aussi, quand on peut, ce qu'on appelle des pieds noirs. Il y a deux personnes que je connais bien et qui sont très bien et donc qui parlent aussi de leur vie en Algérie. Donc, en général, on est 4 ou 5 à intervenir de différents milieux. Voilà. Très bien. Écoutez, je trouve que c'est une bonne conclusion. Résister et continuer à agir. Merci, tout à fait. Merci, chère Lalia Elad Ducos. Merci pour ce témoignage parfois très émouvant et pour votre sincérité et pour toute cette vie riche de modestie et d'engagement. Merci, Lalia. Merci. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.